on pourrait penser que les jeux sont faits et que rien ne pourra arrêter, même freiner, le processus législatif de la loi sur un droit à l'aide à mourir. Mardi, elle a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale avec 305 voix pour, 199 contre et 57 abstentions. Il pourrait y avoir de quoi déprimer. Les choses apparaissent déjà pliées et il semblerait qu'il n'y ait plus grand-chose à faire. Qu'il n'y ait plus grand-chose à faire, je n'en suis pas si certaine. D'abord, il ne faut pas oublier que cette première lecture n'est qu'une étape importante certes, mais qu'une étape. Et il n'est pas si évident que la loi puisse être adoptée avant la fin du quinquennat. La lecture au Sénat n'aura pas lieu avant l'automne. Là, le texte doit être examiné par la Commission des affaires sociales, où la loi subira un examen préalable et les sénateurs procéderont à une série d'auditions. Le vote dans l'hémicycle du Sénat pourrait donc ne pas avoir lieu avant la fin de l'année. La loi, certainement amendée par les sénateurs en majorité à droite, reviendra alors à l'Assemblée au début de l'année 2026, avec encore un passage en commission, puis en lecture publique. Lui trouver une place dans le calendrier législatif ne sera pas si évident, d'autant qu'il est question de suspendre les travaux à l'Assemblée nationale durant la campagne des municipales. Puis ensuite, poursuite de la navette avec retour au Sénat et en cas de désaccord des deux chambres, passage par la commission mixte paritaire. Et là encore, si sénateurs et députés ne parviennent pas à se mettre d'accord, un nouveau vote à l'Assemblée nationale. Le tout à condition qu'il n'y ait pas eu de nouvelle dissolution et que la mandature ne soit pas encore parvenue à son terme. Bref, il se pourrait que nous ayons encore un peu de temps et que, comme le disent mes enfants, le game ne soit pas plié. La question est donc de savoir ce que nous allons faire de ce temps. Allons-nous nous recoucher dans l'attente du débat au Sénat, nous noyer dans la déprime, persuadés qu'il n'y a plus rien à faire? Non, nous devons user de ce temps pour poursuivre le combat. Mais comment? Ces derniers mois, des voix se sont étonnamment levées et les argumentaires se sont rendus bien plus audibles. L'argumentaire anthropologique et philosophique a été battu en brèche par l'incapacité de notre société à donner aux mots une définition commune. Derrière les mots de liberté et de dignité se glissent des significations profondément différentes. Et il est illusoire de vouloir penser que débattre sur ce terrain est fructueux. Cela ne veut pas dire que le débat n'est pas le bon. Cela veut dire qu'il n'est pas stratégique d'en faire un atout pour convaincre. A contrario, l'angle choisi par les opposants à l'aide à mourir à gauche, celui de la mise en danger des personnes les plus pauvres et des personnes handicapées, lui peut convaincre. Il ne faut donc pas faire la fine bouche devant le discours de ceux qui attaquent cette loi en la qualifiant d'ultralibérale et de validiste. Usons donc et abusons de ces arguments qui peuvent faire mouche, qui ne sortent pas des petits cercles catholiques et conservateurs et que tous peuvent bien entendre et comprendre. Ce sont ces arguments que les médias généralistes ont osé mettre sur la table. Ceci est le discours concret des médecins en soins palliatifs. Les médias ont ouvert leurs micros et leurs colonnes à ceux qui ont émis des doutes sur le projet de loi quand ils ont usé de ces arguments qui s'appuient sur le politiquement correct. C'est ainsi que Le Monde a publié la tribune d'un sociologue néerlandais qui expliquait comment l'aide active à mourir avait modifié la relation aux soins et à la mort aux Pays-Bas, que l'avocate féministe et militante pour le droit des personnes handicapées Elisa Roras a pu exprimer ses craintes dans les pages de l'Humanité, du Monde et même au micro de France Culture. Choisissons donc les bons arguments. Certains nous invitent à mettre la pression sur les députés et les sénateurs, mais c'est oublier que ces derniers ont été élus par un électorat qui, entre 70 et 89%, est favorable à l'euthanasie. Voter contre le texte de loi leur demande donc le courage de s'émanciper du risque de ne pas être élus et plus honnêtement de trahir ceux qui leur ont donné leur voix. Dans les semaines et les mois à venir, il faut donc que nous menions la bataille de l'opinion publique. Maintenant que nous avons les bons arguments qui peuvent toucher le plus grand nombre, il ne tient qu'à nous de lancer le débat autour de nous, à la machine à café, lors des réunions de famille, à la sortie de l'école, et de rappeler les faits. Cette loi englobe les malades et les personnes handicapées dont le pronostic vital n'est pas engagé
et qui, déjà marginalisés, pourraient s'orienter vers ce dispositif qui leur présente la mort comme une solution. L'accès égalitaire aux soins est peut-être inscrit dans la loi, mais il n'est pas une réalité. Les exemples belges, canadiens et néerlandais ont montré que ce type de loi a pour effet inévitable de mener à la mort des personnes qui auraient dû bénéficier de soins somatiques et psychiques, qui ont manqué de moyens pour favoriser leur autonomie, leur soutien. La loi imposera à tous les malades de se poser la question de la dignité de leur existence, du poids humain, social et financier de leur existence. Pour les plus pauvres et les plus isolés, la réponse sera évidente et il ne tient donc qu'à nous d'en parler. Enfin, je dis ça, je dis rien.